dit bonjour comme ça, parce que c'est un peu... D'accord. Merci Madame Macaré de nous faire l'honneur de votre présence pour cette journée de la PHG consacrée aux espaces productifs. Nous avons évoqué ce matin l'importance des jeux d'acteurs dans les dynamiques productives au sein des Hauts-de-France et plus largement sur le territoire national. Vous êtes maire de Saint-Quentin, présidente aussi de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, donc à la fois acteur municipal et aussi acteur intercommunal. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter cette spécialisation du Saint-Quentinois dans la robot numérique et la profondeur historique de ce système productif? D'abord, bonjour à tous, pardon pour le masque et la petite voix. Il ne faisait pas très chaud ce week-end et les virus sont passés par là. Bienvenue à Saint-Quentin pour ceux qui ne sont pas de la ville. Je pense qu'il y a des professeurs de toute la Picardie, si j'ai bien compris. C'est bien cela. Donc voilà, merci pour cette initiative qui se passe aussi à Saint-Quentin. J'espère que vous aurez une belle journée cet après-midi. J'ai vu que vous aviez de beaux programmes. Il fait beau aujourd'hui, c'est une chance. Donc je vous souhaite aussi de passer une belle journée dans notre ville. Alors pour vous redire un peu comment la démarche s'est faite. Donc la ville de Saint-Quentin a été une ville extrêmement industrielle dans le passé. On le voit dans sa ville même, hein. On le voit dans sa composante. Vous qui êtes spécialiste de la géographie, quand on circule dans les rues, eh bien, nous avions des quartiers qui étaient organisés autour de l'usine, des maisons des cadres de l'usine, et puis ensuite des maisons des ouvriers. Donc cette ville très industrielle qui était spécialisée beaucoup dans le textile et la métallurgie a vécu un choc de la désindustrialisation dans les années, à partir des années 70-80, et donc évidemment des choses extrêmement difficiles. Et l'industrie est toujours très présente, je souhaitais quand même l'indiquer. Aujourd'hui, on a 20% de l'emploi salarié qui est un emploi industriel, avec des très gros groupes dans les domaines. Alors, nos entreprises les plus importantes, c'est le groupe Yama, et j'en reparlerai tout à l'heure quelques instants, qui est situé sur nos zones d'activité. Mais c'est aussi deux usines du groupe L'Oréal, avec la fabrication du parfum pour le monde. Tous les parfums que vous achetez, s'ils sont sous les marques L'Oréal, Yves Saint Laurent, etc., c'est toujours made in Saint-Quentinois. Donc et l'agroalimentaire qui est très présent, parce que là aussi, quand on sort de la ville, comme dans beaucoup de villes en Picardie, on tombe sur les champs et donc sur nos productions. Donc ça, ce sont les éléments qui sont restés des éléments forts. Mais on a senti qu'il fallait qu'on ait un projet collectif porté entre le territoire et le monde économique et industriel pour se donner une ligne qui soit une ligne du futur pragmatique sur un champ de compétences qui correspondrait à ce qu'on sait faire dans le Saint-Quentinois. Et c'est là qu'est venue l'idée d'abord de créer un concept qui s'appelait, c'est un mot qui a été inventé, robot numérique, pour affirmer le fait que, oui, sur le Saint-Quentinois, il y a des compétences industrielles qui continuent à évoluer et à se transformer, parce que les usines, même celles d'il y a 10 ans, elles ne sont plus exactement comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques, et qu'on était en capacité aussi de consolider tout un réseau d'acteurs qui seraient des acteurs de la sous-traitance industrielle qui pourraient soit arriver sur Saint-Quentin, soit se développer, et d'innovation autour de l'enseignement supérieur et des possibilités d'études assez techniques sur le Saint-Quentinois. Donc on s'est mis après avoir décidé de cette stratégie qui reposait sur des éléments concrets de points d'appui existants dans le monde économique, on s'est mis à travailler sur le sujet pour pousser un peu plus loin chacun des domaines, pour dire, voilà, si on s'affirme robot numérique, qu'est-ce qu'on doit mettre en place sur le territoire pour que ce soit une dynamique qui soit prospère et qui avance. Et donc, un des domaines sur lequel on s'est beaucoup investi, ça a été celui de l'enseignement supérieur,
en montant toute une série de nouvelles formations sur le Saint-Quentinois à la demande des entreprises locales. C'est-à-dire qu'on a fait un travail qui a été de discuter avec nos groupes pour leur demander quels seraient leurs besoins. Et on a ensuite discuté avec le monde de l'éducation nationale, donc le rectorat et les lycées, mais également l'Université de Picardie Jules Verne, puisque nous sommes antenne, on a 2 composantes de l'Université de Picardie, pour proposer des formations qui correspondraient, des formations souvent créées un peu sur mesure. Et c'est là que ça a été intéressant. Je me souviens que quand on a monté le master industrie numérique au sein de l'INSET, qui est donc une des antennes de l'université, nous avons fait valider la maquette pédagogique avec, par exemple, les DRH des 2 usines de L'Oréal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des éléments concrets qui ont été mis en place. Et pas plus tard que ce matin, juste avant vous, j'étais en réunion avec l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, puisque nous avons ouvert une antenne à Saint-Quentin il y a, je crois qu'on est en 2e ou 3e année, et qu'on est en train de consolider cette antenne. Donc on a passé énormément de temps sur la question de l'enseignement supérieur, alors que c'est pas ma compétence. Mais on a senti qu'il fallait qu'on coordonne, qu'on permette aux différentes entités de se rencontrer, d'échanger, d'avoir des idées, et qu'ensuite tout le monde se met en route dans son propre domaine pour pouvoir avancer. Et on est vraiment très heureux parce que ça a produit de beaux résultats, dont une action future sera la création d'une école d'ingénieurs publics à Saint-Quentin, dépendant de l'université. Nous, on va construire le bâtiment au niveau de l'agglo, on financera totalement le bâtiment et on le remettra ensuite à l'université. Donc ça a été validé par la commission des titres d'ingénieur et le président de l'université vient présenter le projet la semaine prochaine à Saint-Quentin. Donc ça, c'est sur ce pan qui est celui de l'enseignement supérieur. Et à côté de ça, ce qui a été aussi très important dans la structuration du projet, c'est toute la question autour de l'innovation. Comment est-ce qu'on accompagne un créateur d'entreprise ? Quel est son besoin ? Comment on peut le fixer sur le territoire pour éviter qu'il aille à partir dans des villes plus importantes et qu'on perde cette plus-value au bénéfice de nos entreprises locales également. Et donc ça s'est fait en plusieurs temps. On a d'abord eu un premier outil qui était une pépinière d'entreprise. Donc une pépinière d'entreprise, vous connaissez un petit peu les concepts. On permet d'avoir des locaux à prix extrêmement réduit avec un certain nombre de services. C'est la collectivité qui le porte, donc ça a très bien fonctionné puisqu'on a eu un très gros taux de réussite d'entreprise. Et j'ai 2 exemples en tête de personnes qui sont nées tout seules et qui ont prospéré après sur le territoire. C'est notamment une entreprise qui s'appelle Clarilog, qui était arrivée donc sur notre pépinière, qui a grossi, qui a eu des difficultés à un moment donné, qui a été rachetée par quelqu'un d'extrêmement intéressant. Et cette entreprise est spécialisée dans le logiciel de gestion des parcs informatiques. Et ils ont décidé de rester à Saint-Quentin puisqu'on avait l'enseignement supérieur maintenant à disposition. Donc ce qui était important pour eux, pour leur recrutement, c'est d'avoir les compétences intéressantes. Donc l'INSET leur permet ces recrutements. Et quand ils ont suffisamment grossi, ils sont allés jusqu'à racheter donc l'ex-friche du Trésor public. Donc là aussi c'est intéressant parce qu'on a des moments où parfois on perd des services, où il y a des restructurations, on est en difficulté, il faut reconstruire un projet autour. Donc j'aime bien cet exemple-là parce que je le trouve assez pertinent. Et ensuite, après avoir racheté ses locaux, il a décidé de former son personnel à l'international puisqu'il voulait partir sur les marchés européens. Et donc des salariés saint-quentinois qui ne sont pas à la base les plus forts en termes d'anglais ont eu des sessions de formation. Donc ça aussi, ça a été intéressant. Il aurait pu
mettre ces services-là dans une plus grande métropole ou à Paris, mais non, il a décidé de s'investir à Saint-Quentin, il a racheté plusieurs entreprises depuis, donc pour nous ça c'est vraiment un élément de réussite. Et puis j'en ai une deuxième qui est née aussi dans cette pépinière, qui s'appelait Silfeo, c'était juste un chef d'entreprise, donc qui a été partenaire Salesforce, et qui ensuite s'est fait racheter par l'alliance Renault-Nissan, et donc nous avons des ingénieurs qui sont présents sur la ville, en face de la friche du Trésor public, c'était la friche de la Banque de France, et donc ces personnes travaillent au sein de la friche, de l'ex-Banque de France, et pour l'alliance Renault-Nissan, ils sont sur tout ce qui est logiciel connecté, vous savez, tout ce qu'on voit dans les voitures à bord. Donc ça a assez bien fonctionné avec quelques success stories, mais on a senti à un moment donné qu'on avait un écueil, c'est que nous, collectivités, on est bon sur les locaux, mais aller dire à un chef d'entreprise ton projet est pertinent, ou pour lever des fonds, tu dois faire comme si, c'est pas notre métier, on n'est pas capé. Et je pense que c'est pas bien de le faire parce que faut pas mélanger tous les rôles. On peut être aussi jugé parti ou sur un territoire pas oser dire les choses parce que on a envie de garder l'entreprise ou pas lui dire non. Et donc parfois c'est bien d'avoir des tiers de confiance. Et donc on a décidé de conventionner avec Euratechnologies. Donc vous les connaissez peut-être. Euratechnologies est financé par la région des Hauts-de-France, mais aussi au départ la métropole de Lille. C'est un incubateur qui est situé donc dans la métropole de Lille, qui accompagne des chefs d'entreprise, qui aide aussi au financement. Et donc il y a eu un essaimage, et ça je trouve que c'est un très bon exemple, de la région vers d'autres territoires qu'uniquement la Melle, puisque vous qui êtes prof de géographie, un des gros enjeux dans notre région, c'est de ne pas avoir qu'un mastodonte qui serait la métropole de Lille, avec pas de répartition de richesse sur l'ensemble du territoire. Ça reste un enjeu très fort, sur lequel il y a beaucoup de débats et d'actions. C'est pas toujours simple. On a un président de région qui est picard et issu de Saint-Quentin, donc ça aide quand même. Mais je parle aussi aux représentants de la région. C'est jamais si simple que cela. Moi, je me suis retrouvée il y a 15 jours dans une réunion qui se passait à Amiens, parce qu'on essaie de faire les réunions de groupe une fois à Amiens, une fois à Lille. Les Lillois, ils ont du mal à venir à Amiens. Alors que nous, les Picards, on va à Lille et on va à Amiens. Donc, c'était très important que cette Euratechnologie qui fonctionne très bien à Lille puisse aussi venir renforcer des territoires avec des compétences que nous, on n'a pas ou qu'on ne saurait pas se payer. Et donc ça, c'est un nouvel outil qui est mis en place maintenant depuis 3 ans, avec ce qu'ils appellent en bon français picard des batchs, où ils vont accompagner pendant X mois des chefs d'entreprise dont l'objectif est après pour nous d'essayer de les faire installer sur le territoire. Donc voilà comment les choses se sont constituées. Et on a décidé de créer un club. C'est dommage, ils n'étaient pas disponibles pour vous aujourd'hui, donc c'est moi qui vous parle. Mais donc, pour animer la démarche, le club a été mis en place et c'est un club d'entreprise. Pour nous, c'est très important que ce soit les entreprises locales qui impulsent et qui décident, et que nous, finalement, on leur serve en temps, en opérationnalité, en coordination, pour pas perdre de vue la pertinence économique de ce projet robot numérique. Et donc les 2 chefs d'entreprise qui pilotent ce club, le premier est plutôt sur le versant robot numérique industriel. C'est le patron de APGLEC Industrie, qui est dans de l'armoire électrique, et qui a travaillé longtemps dans l'automobile et que vous connaissez peut-être sous le nom du groupe Viol, qui est dans le secteur du Valenciennois et qui travaille beaucoup pour le ferroviaire. Et donc il y a un site à Saint-Quentin. Et le deuxième chef d'entreprise est plus sur la partie informatique, intelligence artificielle, enfin sujets qui sont plus numériques, et qui est le patron de Clarilog dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc on les rencontre régulièrement et on leur demande
comment est-ce qu'on peut leur être utile. Donc les événements sont créés à leurs mains, en fait. Et voilà comment tout cela fonctionne, dans l'idée que ça nous permette de se renforcer et de faire venir d'autres entreprises ou d'en faire croître d'autres, parce qu'il y aura une reconnaissance d'un pôle de compétences quelque part sur le Saint-Quentinois, sur des sujets qui sont très techniques. Et donc ça fonctionne, puisque aujourd'hui, si je prends le secteur de la cosmétique, on doit être à peu près à 630 emplois. Le groupe L'Oréal est en train d'agrandir ses 2 usines. Ils ont une croissance très très importante. Aujourd'hui, ils sont un peu en difficulté, ils travaillent 7 jours sur 7. Ils ont dû remettre aussi du travail de nuit. Si je prends Yamaha également, ils vont fabriquer désormais des vélos électriques, puisqu'ils font de la moto et du scooter, essentiellement du scooter à Saint-Quentin, et là ils vont faire du vélo électrique. Donc en plus c'est dans l'air du temps, donc c'est sympa. Et nos intégrateurs ont fortement cru, puisque là on est en train de livrer un bâtiment pour un intégrateur robotique qui avait besoin de s'étendre, deuxième bâtiment. Donc on est reconnu aujourd'hui sur ces systèmes d'expertise. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de poursuivre, c'est de continuer à être connecté à la réalité et de pouvoir accompagner le plus possible le monde économique pour que ce soit vertueux pour nos populations. Parce que moi, mon regard, c'est qu'après, ça serve nos habitants, qu'ils aient de l'emploi sur place, que les jeunes puissent se former ici, dans des métiers qui leur plairont également. Merci pour ces explications. Vous avez évoqué le pôle de compétences qui est en cours de formation sur Saint-Quentin. L'État a soutenu des pôles de compétitivité à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a un projet de partenariat avec l'État pour avoir le soutien étatique également? Alors, on a eu la chance d'être très soutenu par un ancien préfet de l'Aisne qui s'appelait Raymond Ledin, il y a 6 ou 7 ans. Et on avait été le voir avec ce projet, et il avait topé dans la main immédiatement en disant « mais c'est exactement ce genre de démarche qu'il faut construire, parce que soit en fait on subit les événements où on vit au quotidien, soit on essaie d'engager des prospectives, alors, des dynamiques prospectives, qui sont des paris, on n'est jamais sûr de réussir, bien évidemment. Et donc, il nous a apporté des fonds assez importants au titre de ce qu'on appelle le FNADT, que nous avons eu sur plusieurs années. De même que quand nous travaillons sur cette stratégie robot numérique, nous sommes accompagnés par l'Union européenne sur des fonds spécifiques. Et particulièrement quand on a des événements ou des prospections à faire à l'extérieur, on peut compter sur les fonds de l'Union européenne. Et ensuite, l'autre élément financier, ça va être la région et l'État sur les projets des entreprises. Robots numériques, au niveau de la région, il y a un dispositif particulier à l'acquisition de robots qui permet un cofinancement du matériel et de la formation des hommes également. Donc il y a tout un outillage qui a été mis en place, et ça reste quelque chose de très... Nous on parle souvent, avant je disais cluster, mais on a arrêté avec le Covid, on ne peut plus dire cluster, donc on va dire écosystème, qui n'est pas organisé au sens associatif où il n'y a pas du juridique derrière, mais on a la chance de s'entendre très bien, que ce soit, je reprends nos lycées, le rectorat, l'UPJV, ou après le monde économique et nos partenaires financiers. Et on a vraiment, en tout cas, un soutien très important. Quand on lance les actions, elles sont partagées et elles sont reconnues. Donc pour nous, c'est très important. Vous avez évoqué des grands groupes étrangers. Donc on voit l'inscription dans la mondialisation à travers ces flux financiers. Y a-t-il aussi des étudiants étrangers qui viennent sur le Saint-Quentinois, à la fois dans les écoles ou dans les entreprises? Oui, alors il y a des partenariats essentiellement avec l'université, sur des étudiants étrangers qui sont quand même assez nombreux sur le site de l'INSET.
Il y a des partenariats avec, par exemple, des pays comme Panama, le Maroc, et on ressent une très forte motivation de ces étudiants. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappée. Chaque année, nous faisons, on vient de le faire là, il y a 15 jours, ce qu'on appelle des entretiens à blanc pour les jeunes étudiants et de nos lycées. Donc, au Palais des Sports, on organise une demi-journée pour permettre de s'essayer à l'entretien. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'embauche juste derrière. On le fait avec des chefs d'entreprise, on le fait avec des institutionnels. Et j'ai souvent été sur des jurys où je voyais des étudiants étrangers et parfois des étudiants français, et la maturité n'était pas la même. Alors, sans doute aussi qu'il y a des biais. C'est-à-dire que les étudiants étrangers qui viennent chez nous, il y a sans doute un historique très important, soit de la famille qui a poussé, soit de difficultés économiques qui font que l'étudiant étranger, il a une volonté de faire, de s'en sortir, parce que peut-être qu'il va tirer sa famille derrière aussi. Moi, je me souviens de jeunes que j'ai vus qui cumulaient avec un job et qui savaient déjà l'année d'après ce qu'ils allaient faire. C'était une énergie assez incroyable. Donc on a des étudiants étrangers. On a des étudiants étrangers qui peuvent rester, dont le projet, c'est de rester sur le territoire, comme d'autres, et là ça peut être plus problématique, peuvent venir se former en France pour après apporter leurs compétences dans leur pays d'origine. Mais je dirais, mondialement, on n'a pas trop intérêt non plus à ce que les pays se fassent pomper toute l'intelligence qu'il peut avoir dans un pays. Je connais bien un pays comme la Colombie. Ça m'a souvent fait mal au cœur de voir que l'aspiration des jeunes, c'était de partir du pays dans l'espoir d'une vie meilleure, mais qu'en même temps, ça sclérosait complètement la possibilité du pays de s'en sortir, parce que si les plus gros potentiels n'ont pas le projet même de revenir 10 ans après, c'est quand même très compliqué d'aller construire dans un pays qui est en difficulté. On peut imaginer parfois aussi qu'il y a une formation dans le pays hôte et ensuite des salariés qui retournent dans les pays d'origine pour développer des partenariats. Oui, sans doute. Oui, on doit en avoir également. Oui. Y a-t-il des questions, certainement, parmi le public ? Peut-être une question, parce que l'industrie n'a peut-être pas une belle image, je dirais, dans l'agglomération et dans le département. Est-ce que vous avez envisagé des leviers? Alors, vous parlez beaucoup des études supérieures, mais peut-être dans le secondaire, à partir du lycée, pour justement motiver les jeunes à intégrer ces formations avec peut-être des promesses d'emploi justement dans le local qui font plus rêver depuis quelques années. Quels seraient les leviers pour les intéresser à l'industrie? Vous avez tout à fait raison, et j'aurais dû en parler, parce que c'est un des enjeux très importants, de faire connaître les possibilités de métiers, de carrière et de conditions réelles de travail dans l'industrie. Entre l'image qu'on a et la réalité d'aujourd'hui, souvent il y a quand même une grande différence. Alors, on a des initiatives vraiment intéressantes. On a repris des visites d'entreprise, aussi dans le format robot numérique. Donc l'an dernier, on a fait ça, je crois, au printemps. Donc on a accueilli des lycéens dans des entreprises. Alors ça a été super bien fait, parce que les entreprises, c'était nos entreprises robots numériques. Elles l'ont pas fait pour nous faire plaisir. Elles l'ont construit avec leurs salariés. Je me souviens d'être allée dans une entreprise, c'était un intégrateur. Ils avaient fait exprès de faire la présentation aux jeunes par les plus jeunes de l'entreprise, pour que le jeune puisse se projeter aussi en disant, bah ouais, si tu as à peu près mon âge et que tu as fait tes études sur le territoire, c'est vrai que si tu me parles, j'aurais peut-être plus envie de t'écouter. Et ça a très bien fonctionné. Donc c'était un petit parcours dans l'entreprise, c'était pas juste je passe, et ils avaient bien organisé les choses, et ça a été déclencheur. Moi, je pense vraiment que le format très pragmatique, qui prend du temps, parce que c'est du temps d'organisation, il faut bien le penser côté éducation nationale, il faut bien le penser côté entreprise également. C'est ça aujourd'hui qui peut vraiment nous aider. On a besoin de choses concrètes. Moi, si je vais faire un discours ou présenter le truc à des étudiants ou des jeunes, ça ne marchera pas, parce que je suis l'institution. Mais si c'est avec des outils que l'on montre, qui sont en démonstration,
le cheminement il se fait tout à fait différemment. Donc ça fonctionne bien. Et il y a un autre élément, parce que les chefs d'entreprise ils sont aussi en difficulté parce qu'ils ont du mal à recruter. Donc ils ont pris conscience, en tout cas un certain nombre, qu'il fallait qu'eux aussi se bougent, dans le sens, on ne peut pas tout le temps être dans le constat, il y a des formations qui existent, mais il n'y a personne dedans. Ou moi je recrute, mais je ne trouve pas. Donc soit on continue à râler là-dessus, soit on se dit, ok, c'est les données du problème, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer cet état de fait? Et donc les chefs d'entreprise, je les trouve quand même en train de bouger par rapport à ça, parce qu'ils ont des enjeux très forts. Et il y a un camion qui a été créé, je ne sais plus comment ça s'appelle, la fabrique de l'industrie ou quelque chose comme ça, donc qui a été mis en place par l'IUMM et financé par la région des Hauts-de-France. Donc, comment il s'appelle? Fabrique 4.0, voilà. Et donc, nous, on a eu la chance de l'avoir l'an dernier. Je ne sais plus combien de jours on l'a eu au Palais des Sports. Je pense qu'il est allé aussi dans des lycées. On est très, très demandeurs de pouvoir le revoir. Et là aussi, dans ce camion, c'est de l'expérientiel. Le programme, il a été très très pensé. Je crois qu'il y a des temps pleins de personnes là-dessus pour qu'il y ait des manipulations, pour qu'il y ait aussi des présentations, parfois 10 minutes, sur la typologie de métier. Et ça fonctionne très bien. Donc pour nous, la clé, c'est vraiment le concret pour pouvoir en parler. Et puis multiplier la possibilité de rencontre. Si on peut le faire le plus tôt possible, c'est très important parce que là, on en parlait encore ce matin, parfois quand on fait les forums de formation au terminal en décembre, alors que les vœux Parcoursup ils se font très tôt, c'est déjà trop tard en fait. Il faut vraiment que la culture elle soit présente de façon très en amont. Et donc l'éducation nationale nous suit aussi, puisque on a ce qu'on appelle un festival robot numérique dans nos classes sur l'agglomération. Il y a un fort investissement du monde éducatif sur l'école primaire, sur des ateliers robotiques. Donc nous, on fournit le matériel, on l'offre aux écoles. Et ensuite, les enseignants se mobilisent autour de projets de codage, de manipulation, en lien souvent avec le futur collège. Donc en plus, il y a ce lien-là qui se fait. Et ce qui nous convient bien, c'est que souvent, il y a un petit détour parce que sous la manipulation du robot, on va travailler l'expression orale, sans doute un peu de français aussi. Donc on est sur des projets que vous en pratiquez peut-être aussi de temps en temps, pluridisciplinaires, qui font du bien à tout le monde. Et cette dynamique-là, elle se poursuit de façon très positive. Donc à la fin, il y a une sorte de petit concours. On les reçoit au Splendide. Les jeunes viennent présenter l'ensemble de leur réalisation. Il y a un petit vote qui se fait. Et puis il y a les gagnants, de l'année. Donc ça, c'est important, parce que ça permet de diffuser une première culture dès le plus jeune âge, parce que je pense qu'il faut vraiment cranter au fur et à mesure. Mais on n'est qu'au début, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. On a beaucoup de jeunes à toucher, à différents moments et à différents âges, et voilà, on a de la mobilisation à avoir, ça c'est certain. Parce que c'est pas automatique non plus, hein. Vous évoquez la nécessité d'avoir une prospective économique. En tant que communauté d'agglomération, vous êtes aussi confronté à la difficulté d'envisager une ville compacte et de mettre en place les zones à zéro artificialisation nette. Vous envisagiez tout à l'heure Clarilog qui s'est investi sur une ancienne friche de la Banque de France. Comment conciliez-vous cette nécessité d'offrir aux entreprises un cadre spatial qui leur correspond pour le déploiement de leurs activités et la nécessité pour l'agglomération de penser un cadre urbain relativement restreint au niveau spatial? Alors, sur le sujet de l'artificialisation et de comment concevoir le futur, moi j'ai une position assez tranchée sur le sujet. Je pense que ce n'est pas raisonnable pour les logements de continuer à s'étaler. D'autant que quand on prend nos villes en Picardie, on a beaucoup de vacances de logements. Donc quand on s'étale, ça veut dire qu'on crée des surcoûts pour la collectivité, mais surtout pour le contribuable, parce que ça veut dire qu'il faut amener l'eau, il faut amener les poubelles, il faut amener parfois le bus, parce qu'une fois qu'on est à l'extérieur, on dit il me faut aussi les mêmes services. Et quand on le voit dans une année comme celle-ci, où on a tout qui coûte plus cher,
c'est des impacts extrêmement importants que tout le monde paye cher de toute façon. Donc, à partir du moment où on a de la vacance, je pense que sur le logement, il faut être plus responsable et raisonnable. Mais c'est pas si simple parce que souvent, il faut faire muter. Si les biens sont vacants, c'est qu'il y a des raisons aussi. Et il faut souvent faire muter des ensembles un peu complexes qu'il faut peut-être reconfigurer. Donc il faut un acheteur de plusieurs immeubles, les reprendre pour que ça corresponde aussi aux standards de ce qu'une population veut aujourd'hui. On a parlé après le Covid des balcons dans les immeubles, c'est des choses qu'il faut intégrer. Donc sur le logement, je pense que vraiment il faut réussir à se rationaliser. Sur le bureau, je dirais c'est à peu près la même chose. Si on a de l'espace qui est déjà dans des lieux existants, il faut essayer de les reconfigurer. Sur nos friches également, c'est extrêmement important. Là où moi je dis j'ai une position tranchée, sur l'industrie, j'ai trop l'habitude des sujets industriels pour faire croire que ça va être dans nos friches en cœur de ville qu'on remettra de l'industrie, c'est faux. Il n'y a pas d'acceptabilité par rapport à ça. Vous ne mettez pas une entreprise avec un ICPE dans une zone de quartier. Vous ne mettez pas de la rotation de camions dans une zone de quartier. Et même aujourd'hui, des sites qui restent des sites existants parce que c'est l'histoire, qui sont présents dans la ville, parfois avec les voisins, c'est pas évident. Et quand on dit aux voisins, ah oui, mais attention, c'est de l'emploi, faut quand même peut-être pas trop s'agiter, ils écoutent pas forcément non plus. Donc on veut un peu tout et rien. Donc moi, hier j'avais justement une réunion sur ce sujet-là, sur notre capacité à pouvoir cranter des dossiers sur l'industrie. Pour moi, il y a une grande vigilance, et c'est le message qu'on fait passer sur le plan national, à pas aller se mettre une balle dans le pied, parce que ce zéro artificialisation sur les zones économiques, nous on se l'impose, les autres pays ne se l'imposent pas. Et il se dit déjà que dans la région des Hauts-de-France, il n'y a plus de grands terrains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les services de prospection Nord-France Invest, il y a des projets, si c'est X hectares, on sait qu'on ne pourra pas apporter de réponse parce qu'il n'y a plus de terrain disponible. Donc c'est l'objet des négociations actuelles avec le gouvernement, à dire oui, il faut rationaliser, il faut faire attention à la terre agricole et aux zones de nature, mais attention, il faut aussi être réaliste par rapport à la situation des entreprises. Et vous ne mettez pas des nuisances dans un village, vous ne mettez pas des nuisances dans un quartier. Aujourd'hui, c'est absolument plus possible. Donc, on va voir comment les choses évoluent. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, mais la question du zéro artificialisation est tout de même une bonne question parce que on voit bien que on s'étale très fortement et il n'y a pas toujours non plus nécessité à le faire. Alors, nous, ce qui va nous aider, c'est que nos terrains qui sont en friche, qui sont quand même pas des cadeaux, parce que aller trouver la personne, quand on lui dit qu'il faut désamianter, dépolluer, elle peut déjà mettre sur la table 2 ou 3 millions d'euros avant de commencer à faire quoi que ce soit. Comme on pourra quand même moins construire sur les extérieurs, ils vont nécessairement à un moment donné retrouver une certaine valeur parce qu'il n'y aura pas d'autres possibilités que ces terrains-là. Et ça, c'est un élément intéressant qui est associé au fonds friche de l'État, permet de donner un petit coup de pouce au démarrage, parce que sinon il n'y a pas de pérennité économique sur la revitalisation de ces projets. Mais nous, sur Saint-Quentin, là, on est en 2e programme de rénovation urbaine, donc on va démolir des tours pour en reconstruire. Systématiquement, on est quasiment toujours sur des délaissés de friches. Là, sur le Faubourg d'Île, il y a à côté de l'université ce qu'on appelle l'éco-quartier du Maréchal Juin. C'est un lieu qui était en friche depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, on est très content d'aller reconstruire du logement étudiant, un centre de formation pour l'université, de la verdure, des espaces sportifs extérieurs qui vont changer la physionomie d'un quartier également. Donc, ça fait partie des choses les plus enthousiasmantes dans ce qu'on fait quand on y arrive. Mais pour y arriver, on a mis quasiment 5 ou 6 ans à monter le projet,
les lois sur l'eau, l'étude faune-flore, l'archéologie, le désamiantage, la dépollution, avant de commencer à pouvoir déposer des permis de construire et lever des fonds. Donc c'est quand même toujours un temps très très long. Une autre question parmi le public? C'est que vos explications ont été complètes. Bon, très bien. Merci à vous, Madame Macaré. Bah, écoutez, je vous remercie. Et très bonne journée. Merci à vous.